Il y a un truc qu'on me demande souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux créer une boîte seule ou à plusieurs? Toi, tu as des associés? Non, j'ai jamais eu d'associé pour l'instant. Donc, tu n'as jamais eu d'associés? Non, jamais. Alors, effectivement, souvent, la raison pour laquelle les gens préfèrent être seuls, c'est pour être vraiment 100% libre de leurs décisions, de ne pas avoir besoin de composer avec quelqu'un. Souvent, ils souffrent de perfectionnisme et ils se disent je vais devoir accepter que du travail soit moins bien fait, etc. Donc ça, c'est vrai. Et puis d'abord, moi-même, ayant eu des problèmes très publics avec mes associés, je ne vais pas la ramener. C'est sûr que c'est compliqué. Malgré tout, je pense que si on veut avancer vite, on avance seul. Si on veut aller loin, il faut être plusieurs. Parce que personne ne peut avoir 100% des qualités. Par exemple, j'ai tendance, moi, à m'associer avec des gens forts en management et en exécution, moins forts en vision et en stratégie, parce que, justement, ils sont le complément de ce que j'ai besoin. Et en fait, c'est le sujet le plus important dans une entreprise. C'est vraiment que les fondateurs soient capables de pouvoir avoir la surface la plus large possible de compétences. Maintenant, un fondateur, un cofondateur, c'est pas un employé. C'est forcément une relation d'égal. Alors, est-ce qu'on a des parts à égalité ou pas? Ça, c'est un autre débat. C'est sans doute une autre vidéo. Mais je pense que quand on s'associe avec quelqu'un, même si on n'a pas les mêmes parts, etc., on a besoin d'accepter que sa voix est importante, qu'on est à égalité, qu'on essaie d'avancer ensemble. Et donc, évidemment, ça suppose de faire d'immenses efforts d'alignement. Il faut réussir à avoir une façon, comme dans un mariage ou comme dans un couple. Il faut faire des check-ups réguliers, il faut vérifier que tout va bien, il ne faut pas laisser les frustrations s'accumuler et devenir des dettes. Et puis, ça demande aussi de la clarté contractuelle. Je pense qu'un des plus gros problèmes quand on s'associe, c'est de ne pas faire l'effort de mettre sur papier les règles, le fonctionnement, qu'est-ce qui est important pour l'un, qu'est-ce qui n'est pas important pour l'autre. Et d'ailleurs, conseil que je donne vraiment à tout le monde, c'est créer votre boîte le plus vite possible. Alors, j'ai parlé dans une autre vidéo d'un outil qui s'appelle Legal Place. Je vous encourage à utiliser Legal Place pour créer votre entreprise le plus tôt possible pour mettre sur le papier les actions et mettre les accords entre les personnes. Parce que si quelque chose se passe mal, etc., il ne faut pas que ce soit dans le non-dit et il ne faut pas que ce soit dans le non formalisé. Et aujourd'hui, faire une boîte sur Legal Place, ça ne coûte pas cher. Vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a fait sur Legal Place. Vous pouvez suivre le petit lien en commentaire pour utiliser Legal Place. Mais parenthèse à part, je pense que fondamentalement, lorsqu'on a les bons cofondateurs, on peut créer des boîtes beaucoup plus ambitieuses. Et je pense que pour les trouver, ces cofondateurs, il faut faire l'inverse de chercher un cofondateur. Moi, je pense que les meilleurs cofondateurs, on les rencontre dans la vie et on les rencontre quand on fait des choses. Donc, c'est un peu comme le dating. Si tu te dis, je veux trouver quelqu'un avec qui me marier, trop de pression, t'as pas le temps de découvrir les gens et t'as pas le temps de pouvoir obtenir de la personne une mise en situation réelle. Parce que si tu te dis, je vais rencontrer des gens pour me marier, les gens vont se mettre sur leur 31, ils vont montrer leurs plus beaux aspects, etc. Et puis le lendemain de la lune de miel, c'est la cata. Le maquillage est enlevé et plus personne n'a envie de faire affaire. Donc il faut plutôt trouver des méthodes pour aller tester les gens dans la vraie vie, au naturel. Et tester ces gens dans la vraie vie, au naturel, ça passe par faire des choses ensemble. Et pas forcément, et c'est ça, en fait, l'erreur que tout le monde fait, c'est que souvent les gens cherchent leur cofondateur en essayant de travailler sur des projets ensemble, etc. Mais donc ils se remettent tout de suite. Non, il faut faire des projets qui n'ont rien à voir. Par exemple, il faut partir en vacances ensemble, ou il faut vivre ensemble, ou il faut, je sais pas, si on est sportif, aller faire un trek ensemble. Mais la règle, c'est qu'il faut réussir à trouver quelque chose dans laquelle on est suffisamment sous pression, suffisamment vite, pour voir la vraie personnalité quand tout craque. Parce que la vraie personnalité, c'est sous pression. Alors, une fois, j'ai dit ça à deux fous furieux à The Family.
en leur disant, parce qu'ils s'étaient rencontrés il n'y a pas longtemps et je ne savais pas si ça allait matcher ou pas. Et ils m'ont pris à la lettre et ils ont été faire un Pékin Express. Donc ils ont été sans argent dans une ville au fin fond de je sais pas où, en Hongrie. Alors bon, c'était pas à Pékin. Et ils sont rentrés à Paris en autostop. Et ils se sont foutus sur la gueule au bout de 3 jours et ils n'ont jamais créé de boîte ensemble. Et ils m'ont vachement remercié. Mais alors, je me suis dit que ça ferait une émission entrepreneuriale incroyable. T'envoies des mecs comme ça, ils doivent rentrer, tout ça. Mais alors, eux, ils l'ont peut-être pris vraiment très très à la lettre. Mais c'était la bonne démarche en fait. Faire quelque chose, parce que quand on cherche un cofondateur, on ne cherche pas des compétences techniques. Les gens peuvent apprendre des choses. On ne cherche pas des compétences managériales ou je sais pas quoi. On cherche vraiment une compatibilité humaine absolue. Et c'est cette compatibilité humaine qui fait que quand on a des coups de mou, il y en a un qui est up. Et c'est ce que les gens oublient, c'est qu'en fait une boîte, c'est comme une montagne russe. On passe notre temps à monter et descendre. Et quand on est seul, quand on descend tout seul. Quand on monte tout seul. Et c'est les deux choses que les gens n'imaginent pas. La première chose, c'est qu'un cofondateur, c'est extraordinaire dans les coups de dur. Parce que quand on descend, on n'est pas seul, on est plusieurs, et ça peut aider à remonter. Mais il y a encore mieux, c'est que quand on est en haut, on n'est pas seul. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Mais il n'y a rien de pire qu'avoir des victoires seules. Parce qu'il n'y a personne avec qui célébrer. En fait, tu te dis, ouais, j'ai fait ça, personne ne le sait. Personne ne voit à quel point ça a été ouf, parce que les gens de l'extérieur ne peuvent pas comprendre. Si tu es un entrepreneur qui galère, puis à un moment, tu es un entrepreneur à succès, la seule chose qui change pour les gens, c'est qu'avant, tu n'avais pas d'argent, maintenant, tu as de l'argent et tu peux payer des trucs. Mais les gens ne peuvent pas, de l'intérieur, comprendre le chemin. Et il n'y a personne avec qui tu peux partager émotionnellement ça. Et si tu peux partager ça émotionnellement, ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je pense que l'association est 100 fois mieux. Et ça vient d'un type qui, vraiment, depuis 5 ans, est harcelé par ses anciens associés. Et pourtant, je regrette rien. Si c'était à refaire, je referais. S'il fallait recréer de famille, je me réassocierais avec Alice et Nicolas, sans hésiter. Parce que les 8 ans que j'ai vécu avec eux valent largement les 50 conflits qu'on a. Et dans la vie, c'est comme dans un mariage. Tu peux passer des années incroyables et finir par divorcer. Et les gens se disent « Ah, je regrette de m'être marié ». Non, c'était des très bonnes années. Et souvent, les divorces et la violence des divorces est la hauteur de l'amour qu'il y avait. Parce que si c'était nul, le divorce se passe bien. Si c'était extraordinaire, évidemment que le divorce est plein d'émotions. Il ne faut pas avoir peur des émotions négatives. Alors évidemment, il y a plein de façons de se protéger légalement. On peut avoir des pactes, on peut avoir des choses. On n'a pas été très malins, nous, à The Family, à ce niveau-là. Bon. Donc, faites pas comme moi. Faites le travail légal et surtout, constituer une boîte le plus vite possible. Et ça, je vais insister là-dessus, parce que les pires histoires d'horreur qu'on a vécues à The Family, c'est toujours la même. C'est 3 mecs qui commencent à travailler sur un truc. Il y en a un qui part, les 2 autres restent et bossent, finissent par créer quelque chose, et le mec, 1 an et demi après, revient et dit « Mais ouais, mais moi j'étais là au début, j'ai un tiers de la boîte. » Et il n'y a pas de papier, il n'y a pas de contrat. S'il y avait une entreprise avec des actions, on aurait été obligé de faire sortir le mec, on aurait été obligé de trouver un accord, etc. Et ça permet d'avoir des choses beaucoup plus clean. Et c'est pour ça, créer une boîte le plus vite possible, même si la boîte ne sait pas ce qu'elle va faire, etc. À partir du moment où on s'associe quelqu'un, on met ça sur papier et on avance. Tu ne peux jamais avoir avec un salarié ce que tu retrouves avec un cofondateur. D'abord, aucun A-player, aussi A-player soit-il, ne sera autre chose qu'un salarié pour une raison simple. C'est que quoi qu'il raconte, quoi qu'il dise, il n'aura jamais vécu la peur de l'incertitude. Ouais. Et donc, il n'aura jamais eu ce truc que tu as, même si c'est pas longtemps quand tu es entrepreneur, parce que tu as du succès vite, comment je vais payer à la fin du mois? Et l'existence même de ce risque-là crée une nature différente entre les gens. Et je sais que énormément de salariés adorent dire « Ouais, mais c'est moi qui ai fait cette boîte, ouais, j'ai travaillé comme un fou et tout. » Oui, l'entrepreneuriat n'est pas défini par la quantité de travail. Tu peux être un feignant et être un très bon entrepreneur. D'ailleurs, entre nous, si tu es un feignant charismatique et très fort à obtenir des autres ce que tu veux, ça marche mieux dans l'entrepreneuriat que si tu es un travailleur bosseur incapable de bouger les gens autour de toi. Le travail, ce n'est pas le critère. Le critère, c'est la prise de risque et la nature que la prise de risque crée.
Et les gens ne se rendent pas compte à quel point avoir quelqu'un qui prend le même risque que toi, ça crée une solidarité qui est extrêmement forte. Et évidemment que Zuckerberg aurait jamais pu faire Facebook sans Sheryl Sandberg. Et Sheryl Sandberg a été cruciale dans la construction de Facebook. Il n'empêche, elle est partie du jour au lendemain. Et ça n'a pas changé grand-chose à sa vie, même si c'était une grande boîte, parce que tu peux trouver d'autres Sheryl Sandberg. Tu ne peux pas trouver d'autres associés. Tu peux pas, tu vois ce que Larry Page et Sergey Brin ont ensemble, ils le trouveront jamais chez aucun salarié. Et après, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Elon Musk, c'est un bon exemple. Zuckerberg, c'est de bons exemples de solopreneurs qui ont fait des géants. Alors, ils ont des actionnaires et tout, mais ils n'ont pas d'associés. Et d'ailleurs, by the way, un employé à qui tu donnes des actions, c'est pas un associé. C'est autre chose. C'est un mec à qui tu as trouvé un moyen de donner beaucoup d'argent dans le futur pour son travail présent. C'est ça, donner des actions à un salarié. Maintenant, des gens qui sont vraiment alignés avec toi, qui sont vraiment dans le risque que toi, c'est rare. Et alors, 90% du temps, de toute façon, ça finit en divorce. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que c'est pas parce que ça finit en divorce que c'est pas bien. Tu as besoin de passer par ça pour aller à un certain. Et quand tu es à ce niveau-là, très probablement ça finira en divorce. Parce que les humains sont des humains. Et que ressentiment, frustration, violence, jalousie, etc. Mais c'est naturel. Ça fait partie du process. Il ne faut pas avoir peur de ça si tu veux vivre ce genre d'ascension. Je pense qu'en essayant juste d'éviter le divorce et en t'entourant juste de les players, tu ne pourras jamais atteindre. D'ailleurs, Warren Buffett et Charlie Munger, c'est un bon exemple de ça. Ils ont été associés toute leur vie jusqu'au dernier jour. C'est assez incroyable en fait. Et c'est fou hein, parce que tu vois, moi j'ai vécu des histoires, notamment une nana assez proche de moi qui avait 4 associés et tu les voyais ensemble, c'était incroyable. Ils ont été incroyables ensemble, toute leur histoire. Et la vente de leur boîte a brisé quelque chose entre eux. Ah ouais. Alors que c'était le succès. Et la relation humaine n'a pas tenu. Quand c'était la guerre, quand c'était la merde, c'était truc, mais en temps de paix, c'était plus sur la même planète. Et c'est fine en fait. Et c'est vrai que les gens prennent ça comme une tristesse. Les gens mesurent beaucoup la qualité d'une relation à sa longueur et au fait qu'elle tient. Alors qu'en fait, moi je préférais avoir vécu 2 ans quelque chose d'extraordinaire avec quelqu'un et puis bon, les chemins divergent et c'est très bien, que de me dire ah je vais pas faire cette relation parce que je sais que ça va finir. Je me dis mais non, ça n'a aucun sens. Ce qui compte c'est de vivre des choses. Et en fait oui, il y a des configurations et des énergies qui existent parce qu'il y a certaines caractéristiques. Il y a des gens, par exemple moi je sais que j'ai ce biais-là, je suis bien meilleur en temps de guerre qu'en temps de paix. Bon, la paix... Dans quoi? Dans l'amour, dans l'entrepreneuriat? Dans l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que la paix, je sais pas faire en fait. Je sais pas quoi faire quand c'est pas la merde. J'ai jamais appris à ça. Et donc c'est vrai que j'ai tendance, quand c'est la paix, à vouloir créer du chaos, quoi. Ouais. Tu vois, je pense que je suis un peu pyromane. Je cherche des emmerdes. Ouais. Au moment où tout le monde commence à se dire ah bah c'est bon, maintenant ça marche tout. Je me dis ah, on peut faire plus. Allez viens, on fait all-in. Tu vois et c'est vrai que ça, bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec mes associés avant, c'est que d'un seul coup les types il est fou en fait. Ouais. Tu vois, on a fait tout ça pour ça et il faut recommencer à zéro. Et moi je dis mais non parce que tu vois c'est le jeu en fait. Moi je suis là pour jouer en fait. Mais ouais, c'est sûr que humainement c'est compliqué. Mais si toi tu trouvais un Alec Henry de la mode, Oh, ouais. tu vois, quelqu'un comme Alec, c'est-à-dire qui sait dérouler, processer, gérer, manager, tu n'as jamais... Un peu le duo Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Pierre Berger, c'est l'homme derrière Yves Saint Laurent qui faisait tourner la boutique, quoi. Ok. Et ça, pour les créatifs, tu pourras jamais trouver ça dans un player. Si tu embauches un CEO à player, qu'est-ce que le mec il va te dire? Comment il va te dire non? Ouais, c'est pas le
Personne ne pouvait dire non à Yves Saint Laurent. Parce que là, ils sont cofondateurs. Ouais, ils étaient à 55 ans dans Yves Saint Laurent. Dans Yves Saint Laurent. Ouais. Ah ouais. Et en fait, Pierre Berger, c'était le seul mec qui pouvait dire non à Yves Saint Laurent. C'était le mec qui pouvait l'appeler et dire non, on va pas mettre 2 millions pour un podium, on n'a pas l'argent, c'est complètement con, démerde-toi avec un. Et tu vois, et le mec il râlait, et puis il le faisait, tu vois. Ouais. Quel employé peut faire ça? Et Yves Saint Laurent n'aurait jamais été Yves Saint Laurent sans Pierre Berger. Jamais. Mais même pas en rêve. C'est. S'il aurait détruit le truc, quoi. Tu vois, par exemple, un truc à la con, en termes de cofondateur, c'est que tu peux simplement lister tous les gens qui font ce boulot-là dans des grandes marques de mode et jamais les rencontrer pour leur dire que tu cherches un cofondateur, mais juste leur payer. Tu les appelles et tu leur dis j'ai envie d'apprendre pas mal de choses sur votre métier, j'ai pas envie de passer truc, combien vous gagnez par mois? En général, tu sais, c'est des gens qui gagnent, je sais pas, 5, 6, 7 000 euros par mois, tu vois. Seulement. Bien sûr, tu sais, la France, les salaires, dans les grandes maisons d'édition, dans les grandes maisons, Ok. si tu prends des chefs de projet, des chefs de marque et tout, tu prends pas le patron. De toute façon, lui, il n'est pas embauchable. Ce que tu veux, c'est un mec à ton âge, qui dans 20 ans peut devenir ce mec-là. Ouais. Il a la bonne énergie, pas encore les compétences, il peut apprendre avec toi. Ouais. Il faut aussi des gens qui grandissent avec toi. Ouais, ouais. Et tu leur dis, je sais pas, je te donne 1 mois de salaire pour passer 2 jours avec moi. Et je veux tout savoir, tout ce que tu fais de machin, tu les écoutes juste. Tu fais ça 5 fois dans l'année. Au bout d'1 an, tu en as 5, ils t'ont présenté des gens, tu commences à networker. Et en fait, au bout d'1 an et demi, 2 ans, tu sais lequel avec qui tu veux t'associer en fait. T'as plein de techniques comme ça pour créer le mouvement en fait. Il faut créer du mouvement humain. Et quand tu crées ce mouvement humain, bah, tu finis par tomber sur quelqu'un et là il y a quelque chose qui se crée, quoi.